You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Blessed be the fruit, mes brebis égarées. Bienvenue dans ce vlog sur The Handmaid's Tale, ou en traduction française, La Servante Écarlate, ce qui n'est pas du tout la traduction littérale du truc, mais c'est en rapport avec les costumes que les servantes portent dans la série. C'est une série qui est créée par Hulu, diffusée sur OCS en France. J'ai jamais fait les autres saisons en fait, parce que je faisais pas encore de vlog sur les séries au moment où les premières saisons sont sorties, mais maintenant que j'en fais, s'il y a bien une série actuelle dont j'ai envie de parler, c'est celle-ci. Je suis complètement accro à cette série, et pourtant, vous savez que j'ai souvent du mal avec les discours féministes. J'ai du mal avec les discours féministes stupides et basés sur pas grand-chose, juste pour le plaisir de gueuler. Mais là, pour le coup, The Handmaid's Tale, c'est un cauchemar féministe réalisé sur l'écran, sur le petit écran. J'allais dire grand écran, la formule aurait été plus sympa, mais réalisé sur le petit écran. Cela dit, The Handmaid's Tale a déjà été adapté en film une fois. Je l'ai jamais vu. Faudrait que je le voie un de ces quatre, mais il y a déjà une version courte si vous n'avez pas envie de vous faire de la série complète. Mais vraiment, je vous encouragerais à vous faire la série parce que c'est absolument extraordinaire. C'est une série qui se déroule dans un univers où les États-Unis ont sombré dans une guerre civile, de laquelle a émergé un nouveau gouvernement qui s'appelle Gilead, qui est un gouvernement qui est basé sur une religion extrêmement puissante qui persécute énormément une partie de la population, cette partie de la population étant les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que dans le monde dans lequel on vit, et dans lequel Gilead a émergé, les femmes en fait sont en train de devenir de plus en plus stériles. Et si le reste du monde essaye de gérer ça comme ils peuvent, Gilead, eux, ont décidé que, du coup, comme les femmes étaient quelque chose d'extrêmement précieux et qu'il fallait trouver un moyen de continuer à avoir des enfants, etc., etc., ils ont décidé de retirer tout leur pouvoir aux femmes et d'en faire des objets. Donc, les femmes des commandants, donc des classes dirigeantes, c'est généralement toutes stériles, sont les seules à avoir un semblant de pouvoir, et encore, elles n'ont pas le droit d'écrire, elles ont à peine le droit de parler, elles sont complètement cachées derrière leurs hommes, et toutes les femmes qui ont la capacité de se reproduire deviennent des esclaves, ce qu'on appelle les servantes écarlates, qui sont donc avec des tenues entièrement rouges, un foulard blanc, et qui sont violées rituellement, jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes. Si elles ne peuvent pas tomber enceintes, elles deviennent simplement des boniches, ce qu'on appelle des martas dans Gilead. Et elles sont là pour faire la bouffe, faire le ménage, quelques tâches un peu plus difficiles par moment. Et si jamais tu es trop récalcitrante, on peut t'envoyer dans les colonies de travail où tu vas crever d'épuisement, ou on peut t'envoyer dans des camps de Jézabel, qui sont donc des maisons closes, des maisons de prostituées dans lesquelles tu te feras également violé, mais même pas pour à but de reproductif. C'est donc un univers glauque au possible. June est le personnage principal de cette série. C'est une femme jouée donc par Elisabeth Moss, qu'on avait vu récemment dans Invisible Man, l'homme invisible, un rôle qu'elle a probablement obtenu grâce au succès qu'a eu la série. Elle a été capturée en tout début de saison 1, alors que elle, son mari et sa fille essayaient de fuir les États-Unis, ce qu'étaient les États-Unis, pour partir au Canada, qui est un pays encore libre pour l'instant, dans lequel les femmes sont encore l'égale des hommes. Et du coup, on va suivre la vie de June. D'une part, toutes les maltraitances qu'elle va subir, et c'est en bonne partie ce qui fait que la série est incroyable à suivre, c'est qu'elle vit des choses qui sont extrêmement dures, mais aussi les phases de vengeance. Parce que c'est une série qui t'offre des vengeances qui sont au niveau des atrocités qu'on fait subir aux personnages. C'est littéralement jouissif à certains moments de voir June réussir à prendre la main sur ses agresseurs, à prendre la main sur Gilead. Un truc qui est particulièrement glauque et qui marque particulièrement ce côté asservissement de la femme, c'est que toutes ces servantes écarlates se font renommer en ayant le nom du commandant auquel elles sont assignées. C'est quelque chose que je trouve, c'est une idée que je trouve géniale pour vous montrer à quel point c'est glauque. C'est-à-dire que par exemple, June, qui se fait assigner au commandant Fred, comment il s'appelle? Waterford, elle se fait appeler Off Fred. Parce que c'est Off Fred. Celle qui est à Fred. Et rien que ça, rien que dans ce truc-là, tu dis tellement de choses. Je trouve que c'est extraordinaire comme idée. Enfin, c'est absolument génial d'avoir eu cette idée-là. Le fait de renommer ces femmes d'après le nom de leur tortionnaire. C'est tellement horrible, tellement atroce. Je vais du coup aborder d'abord la série en général pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui voudraient un peu la découvrir, et j'aborderai ensuite spécifiquement la saison 4 et ce qui s'est produit spécifiquement dans cette saison-là pour tous ceux qui connaissent déjà du coup la série. C'est une série que j'aime énormément parce que
Aussi dystopique et sombre que soit cette histoire, on arrive quand même à créer des personnages extrêmement nuancés et extrêmement gris. Bien entendu, il y a les gentils, et principalement les gentilles, qui seront... les gentils seraient les Canadiens et le reste du monde en général, et les gentils sont les servantes, mais du côté des méchants et des membres de Gilead, on arrive à faire des personnages qui, pour certains, sont particulièrement gris et nuancés. Notamment, un personnage que je trouve absolument fascinant, c'est Serena. Serena, c'est la femme de Fred Waterford. Pendant les premiers épisodes, elle a l'air d'être une connasse absolue, parce que évidemment, elle respecte à fond les codes de Gilead. Son mari est très très haut placé dans les têtes pensantes de Gilead, et donc elle respecte particulièrement ces codes. Elle-même a aidé à les définir en partie. Elle avait écrit des bouquins avant que Gilead prenne le pouvoir, qui prenaient du coup toutes les lois absurdes et tous les règlements que son mari et Gilead ont mis en place. Et pourtant, au bout de quelques épisodes, tu commences à découvrir des choses sur elle qui te font dire « Malgré tout, j'ai de la peine pour cette femme. Malgré tout, je trouve ça terrible ce qui lui arrive à elle aussi. » Et on arrive, au final, à trouver des moyens d'apprécier cette femme et de lui pardonner même certains de ses actes. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire à réussir à faire. Réussir à trouver un personnage qui fait des choses aussi atroces et réussir quand même à en faire un personnage un peu trouble, c'est vraiment une énorme réussite de cette série. Et puis il y a également le personnage de Tante Lydia, qui elle aussi est une sinistre pute, une sinistre conne, une tortionnaire, une nana qui est vraiment complètement convaincue par son métier, par les croyances de Gilead, leurs enseignements, leurs lois, etc., etc. Et pourtant, t'arrives à sentir que derrière toute cette saloperie et cette méchanceté, il y a le fait que tu sens qu'elle aime quand même toutes ces femmes à qui elle enseigne d'être des servantes et des bonnes esclaves, du coup, au final, disons les choses correctement, de bonnes esclaves sexuelles. C'est quelque chose qui est assez particulier, c'est que l'actrice, comment elle s'appelle Anne Dowd. C'est quand même extrêmement fort d'arriver à sortir une performance pareille. Jouer une salope profonde, et malgré tout réussir à faire sentir que elle fait ça parce que elle est persuadée, intimement persuadée, que ce qu'elle fait aide ces jeunes filles, que ce qu'elle fait est important pour l'humanité, que ce qu'elle fait est la bonne chose. Et c'est quelque chose qui est assez incroyable. Vraiment, les subtilités d'écriture de cette série sont absolument dingues. Il y a aussi le personnage de, comment il s'appelle? Joseph, c'est ça? C'est ça, Joseph, le commandant Lawrence, qui est joué par Bradley Whitford, qui est souvent un second couteau dans beaucoup de trucs, mais qui a un rôle qui ici est aussi assez fascinant parce que c'est également un personnage qui est profondément en désaccord au final avec ce que sa propre religion, quelque chose qu'il a lui-même participé à créer, fait, et qui en même temps continue à jouer le jeu parce que il est dedans et il faut bien que ça continue à avancer, etc. De saison en saison, il est de plus en plus trouble. Je pensais qu'il allait être de plus en plus un allié, et finalement, tu commences vraiment à te demander quelles sont ses véritables croyances, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de dire, etc., etc. T'arrives pas à savoir jusqu'où est-ce qu'il joue le jeu simplement pour se faire pour passer, ou est-ce qu'il est finalement assez convaincu lui-même. C'est vraiment une série que je trouve extraordinairement bien écrite à ce niveau-là notamment. Le personnage le plus fascinant, c'est bien évidemment June, parce que June, c'est un personnage qui est extrêmement fort. C'est un personnage qui, du coup, trouve toujours des idées pour essayer d'obtenir ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est évidemment s'échapper, c'est aussi récupérer sa fille. Et c'est assez dingue de voir comment est-ce que June arrive à survivre, comment est-ce qu'elle arrive à s'organiser pour essayer de faire en sorte que les choses qu'elle a envie de voir arriver se produisent, etc. Comment est-ce qu'elle peut manipuler certains personnages en leur faisant croire qu'elle est de leur côté, ou tout un tas de choses qui sont vraiment fascinantes. Il y a beaucoup d'autres personnages qui sont intéressants et qu'on suit pendant tout ce truc. Il y a beaucoup donc d'autres servantes qui ont une histoire qui sont assez intéressantes. Il y en a certaines pour lesquelles je me mets presque à avoir de l'antipathie, notamment cette putain de Janine qui fait vraiment genre gourdasse absolue et complètement à l'ouest et incapable de se rendre compte de que ce qu'elle fait est pas bon, etc. Et elle crée des choses qui sont vraiment terribles. Enfin, il y a vraiment des conséquences terribles par rapport à des choses qu'elle fait. En saison 4, il développe un petit peu plus son passé, il y a quelque chose qui est intéressant à ce niveau-là. Mais c'est laborieux. Je vous avoue qu'il y a des fois, j'ai quand même envie de lui foutre de claques et de lui dire putain, tu commences à me casser les couilles, quoi. Soit tu passes sous le train maintenant et tu arrêtes de nous faire chier, soit tu prends un peu tes couilles ou tes miches à deux mains et puis tu te bats, quoi. Mais là, tu commences à me faire chier, une espèce de punching ball humain, une planche sur laquelle tout passe. Enfin, voilà, il y a plein de personnages qui sont du coup assez variés, assez différents, mais je trouve tous qui sont vraiment ultra intéressants à suivre. Il y a également la meilleure amie de June qui s'appelle Moira.
qui est aussi un personnage qui est assez intéressant. Et puis petit à petit, je sais plus si on le voit dès la saison 1 ou si je crois qu'on le voit dans la saison 1, on va avoir quelques scènes qui vont se dérouler hors de Gilead à certains moments, notamment au Canada, où le mari de June fait sa vie et petit à petit va apprendre que du coup sa femme est encore en vie, que sa fille est encore en vie et va devoir faire ce qu'il peut pour essayer de les récupérer. Donc on a tout un tas de personnages qui sont ultra fascinants à suivre et vraiment j'adore le développement des relations qu'il y a entre tous ces personnages, c'est assez fascinant, qui font que personnellement je décolle jamais de cette série. Quand je la démarre, il faut absolument que je fasse l'épisode d'après. C'est une série que je trouve ultra addictive et qui est vraiment fascinante à regarder. Elle est aidée en cela par une réalisation qui est aux petits oignons et qui est ultra intéressante à analyser parce que je pense que du fait qu'on soit dans un monde qui est très dystopique, très sombre, il se force à essayer de ne pas respecter certaines règles ou à retourner certaines règles par rapport à ce qu'on ferait en général. Ce qui, à mon avis, est volontaire par rapport au fait qu'on est dans un monde dans lequel les règles sont parties en couille et qu'on fait l'inverse de ce qui nous paraît bon moralement à nous aujourd'hui dans notre société actuelle. La plupart des plans sont extrêmement bien composés. Tout ce qui est plan large, généralement, sera extrêmement symétrique avec des trucs extrêmement parallèles, des compositions qui sont ultra travaillées, qui jouent sur des symétries qui sont très très belles. On va avoir beaucoup de plans zénithaux. Parce que évidemment, comme on est en train de faire quelque chose de répréhensible moralement, on a un peu le regard, le jugement divin qui juge tout ce qui est en train d'arriver, qui semble symboliser aussi l'épée de Damoclès, le danger qui plane constamment autour de ces femmes, ces servantes écarlates, qui ont aucun droit et qui ne peuvent pas protester sur quoi que ce soit qui leur arrive. Mais on a également tout un tas de plans qui vont à l'encontre des règles traditionnelles du cinéma, notamment sur certains champs contre champs et sur certaines façons de cadrer les personnages. On va souvent cadrer les personnages en bord de cadre. Et on va vraiment avoir des plans où on va avoir la totalité du plan qui est occupé par le décor, parfois des trucs qui sont flous, qui sont en dehors de la zone de netteté, et où le visage du personnage va être genre caché ici, tout en bord cadre, quoi, et laisser tout le reste complètement découvert, complètement vide. C'est quelque chose qui transcrit extrêmement bien le malaise. Mettre un personnage qui semble pas être à sa place dans le cadre, qui semble être paumé, qui semble être dépassé par son environnement, dépassé par le décor, dépassé par le flou de la profondeur de champ quand ils sont vraiment pas bien dans leur tête, par exemple. Il y a une profondeur de champ qui est extrêmement travaillée dans cette série. Presque tous les plans ont une zone de netteté extrêmement faible et on part très vite dans le flou ensuite derrière les personnages. Je pense notamment pour qu'on se centre sur les personnages, je pense que c'est aussi quelque chose qui aide au niveau du budget. Parce qu'il y a quand même, je suis désolé, j'espère que vous entendez pas la voiture, je vous rappelle que les fenêtres sont ouvertes, il fait 30 degrés quand j'enregistre ces vlogs. Je suppose que ça aide du coup au niveau du budget également à ne pas avoir à trop rhabiller les décors, si ce n'est sur ceux sur lesquels on a envie de se concentrer, là où ils font des trucs qui sont vraiment très spécifiques, des scènes où il faut qu'on voit tout ce décor, cet environnement, etc. Où généralement la profondeur de champ sera beaucoup moins présente dans ces plans-là. Mais très souvent, c'est vrai que la profondeur de champ est quand même extrêmement travaillée. Et avec des personnages qui sont très décentrés, c'est quelque chose qui va vraiment faire transcrire le sentiment de malaise. Ça va également permettre, à certains moments, je m'en suis rendu compte là dans la saison 4, je sais pas s'ils l'ont fait dans les autres saisons, donc je vais pas pouvoir vous mettre d'exemples, sinon je vais spoiler. Mais il y a des champs contre champs où ils brisent catégoriquement la règle des 180 degrés. Très souvent déjà, les personnages sont pas dans la bonne position. Je vous ai dit dans d'autres vlogs, si un personnage doit regarder quelqu'un qui est de ce côté-là, on va laisser cette zone-là vide globalement, et on va parce que c'est là où le personnage regarde. Et eux, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le personnage ici, tout en bord de cadre, pendant qu'il est en train de regarder dans cette direction-là. C'est quelque chose qui est pas censé du tout être le code normal. Mais en faisant ça, ils font quasiment fonctionner un brisage de la règle des 180 degrés, parce que il y a une scène donc où on a June qui est filmée comme ça en bord de cadre, et il y a l'autre personne à qui elle parle qui est filmée depuis derrière June et ce personnage. Et malgré tout, son regard va dans la bonne direction, et donc les regards se répondent d'un plan à l'autre. C'est même si le personnage est pas exactement là où il devrait dans le cadre, au final leurs visages à elles sont quasiment au même endroit, et ils finissent par se répondre plus ou moins. D'autant que l'un des personnages, celui qui est filmé de dos, se tourne un petit peu. Du coup, on a vraiment un trois quarts, quelque chose dans ce genre-là, et on sent du coup que les regards vont quand même se répondre comme ça. Mais c'est vraiment un cheveu de ne pas fonctionner du tout, quoi. Et je pense que c'est tout à fait volontaire, c'est quelque chose qui est recherché dans leur travail pour faire ressentir le truc que c'est un monde où ça va pas, quoi. C'est un monde qui ne marche pas.
Et d'un autre côté, on va opposer des plans comme ça où les personnages sont pas là où ils devraient être dans le cadre, où ils sont dépassés par leur environnement, etc. Et des plans qui sont, il y en a énormément dans cette série, qui sont des face caméra absolues. Très souvent sur June. Quand quelque chose de mal lui arrive, quand elle est un peu enfermée dans son monde, etc., c'est très souvent qu'on a un plan sur elle avec très forte profondeur de champ très restreinte. Donc une fois qu'on n'a plus son visage, tout est flou derrière. Et elle qui fait des regards caméra, soit avec un regard très déterminé, soit au contraire le regard perdu d'une femme qui essaye de laisser les choses horribles lui passer dessus, en essayant de pas faire de mauvais jeu de mots. Ça fait des plans qui sont d'une intensité qui est absolument folle. Parce que déjà, le regard caméra direct qui nous regarde nous, c'est quelque chose qui est assez marquant, mais en plus, c'est quand un personnage vit quelque chose d'extrêmement fort, soit qu'elle intériorise complètement, soit au contraire pour célébrer quelque chose qu'elle vit, c'est quelque chose qui marche incroyablement bien, quoi. Il y a un impact dans ces plans qui est absolument dingue. La série essaye aussi de traiter la lumière avec autant de froideur que le mérite cet environnement, et c'est ce qui se passe avec Gilead. On va avoir beaucoup de lumières qui sont naturelles, mais des couleurs qui sont extrêmement désaturées. Même le rouge est pas si écarlate que ça, justement, parce que tout est très désaturé dans cet environnement. Et on travaille beaucoup avec des lumières naturelles, donc on va avoir beaucoup de lumières qui sont très diffuses, avec des ombres qui sont assez peu marquées, mais généralement des ambiances qui sont assez sombres, parce que on rehausse pas artificiellement pour rendre l'image un peu glamour, rendre l'image un peu parfaite, plus esthétique, etc., etc. On travaille au contraire à avoir une image froide, terne, qui est assez dure avec les personnages. Même quand t'as une lumière très forte qui frappe, ça fait quand même du coup des environnements qui sont extrêmement durs, qui sont extrêmement froids. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un travail de la colorimétrie dans cette série qui est assez intéressant, parce que il rejoint complètement l'univers dans lequel il se déroule. C'est normal quand on a quelque chose où les choses vont très mal, d'avoir du coup une photographie qui est beaucoup plus froide, qui est beaucoup plus terre à terre, et même un peu désaturée. Donc c'est une série qui, aussi bien en termes de scénario que d'esthétique, est ultra fascinante, et je vous encourage absolument à la regarder. C'est intéressant, je sais pas si c'est pour toute leur série sur Hulu, mais Love Victor a le même ratio que La Servante écarlate, et je crois que les deux sont tournés en 2-0 en 2-0, j'allais dire en 2-0 sur 1, mais ça va avec le truc. C'est le ratio dans lequel avait été tourné Jurassic World, et c'est un entre-deux entre le 16/9 et le cinémascope, sans doute pour donner un côté cinématique aux séries télé, sans non plus leur donner le ratio cinémascope absolu, comme le Mandalorian par exemple, ce qui pourrait déplaire à certaines personnes sur de la VOD, parce que la VOD c'est regarder généralement sur ta télé ou sur ton écran, et généralement les gens qui regardent les choses sur la grande télé ou sur leur téléphone portable détestent qu'il y ait des ratios un petit peu différents et que leur écran soit pas utilisé à 100%. Donc du coup, je pense que c'est une façon pour eux de faire quelque chose qui soit plus cinématographique, sans non plus avoir à ne pas utiliser trop de l'écran, et sans doute aussi pouvoir faire un ratio un peu plus cinématographique sans avoir à aller dans le scope anamorphique, dans l'anamorphose de l'image. Je pense qu'ils ont juste tourné un 16/9 et puis ils font un petit recadrage. Ça doit être aussi plus pratique du coup pour avoir un aspect plus cinématographique sans avoir à changer les focales, sans avoir à changer la façon de faire la lumière, parce que dès que tu passes en cinémascope et en anamorphique, tu utilises des lentilles et t'as besoin de plus de lumière, et c'est un petit peu différent à gérer. Donc voilà, je suppose qu'il y a un petit peu de ça aussi. Concernant maintenant la saison 4, on démarre une section spoiler du coup. Si vous voulez vous réserver toutes les surprises de la saison 4, passez cette section. Pour faire assez simple, pendant toutes les 3 premières saisons, elle était assignée à un commandant et du coup assignée à résidence, elle pouvait pas vraiment bouger. Dans cette série-ci, June a plus d'indépendance et du coup elle bouge un petit peu plus, elle accomplit un peu plus sa propre volonté, et on aborde plus le combat lui-même avec Gilead que les souffrances de June. Je pense que c'est le maximum que vous puissiez entendre sans que je vous spoil complètement la saison 4, donc à partir de maintenant, voilà, si vous voulez pas avoir de révélations sur la saison 4, je vous conseille de passer, de regarder le timecode et d'aller jusque là où il n'y a plus de spoilers. Mais donc, dans cette saison 4, à peu près aux alentours de l'épisode 5 sur 10, à peu près la moitié de la saison, June va enfin sortir de Gilead et partir au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que je pensais qu'à partir de ce moment-là, la série serait finie. Mais déjà, il y a effectivement le problème que sa fille est toujours à Gilead, et du coup, elle a toujours quelque chose à accomplir. Mais il y a aussi toutes les répercussions au niveau géopolitique et international des actions qu'elle a menées contre Gilead. L'avion rempli d'enfants et de Martha qu'elle a libéré du coup à la fin de la saison 3, ça a créé un bordel international parce que les pays essayaient plus ou moins d'avoir des relations diplomatiques avec Gilead. Mais là, du coup, ça a foutu des grosses tensions un peu partout. Et puis, on va également avoir toutes les répercussions par rapport à la famille Waterford, puisque Serena et Fred se retrouvent également, du coup, maintenant au Canada. Ils sont donc prisonniers, des prisonniers politiques. On va également avoir quelques révélations par rapport à Serena. On va pas aller trop dans les détails non plus ici, mais
Il arrive quelque chose à Serena qu'on n'aurait pas cru possible jusque-là et qui du coup est assez intéressant. C'est surtout intéressant parce que ça provoque chez Fred, justement, Fred Waterford, qui du coup est en train, enfin, à ce moment, de réaliser tous les problèmes qu'il y a avec Gilead et toutes les atrocités que ça fait commettre à Gilead. Donc du coup, il y a là aussi un développement qui est vachement intéressant autour de ce couple Waterford et de ces personnages-là. June, elle est aussi, encore une fois, ultra fascinante. You have destroyed my land, my family, my friends, and my child. I ask for justice. Elle va être un peu plus confrontée aux conséquences. Maintenant, elle va avoir le temps de les gérer psychologiquement, de les aborder. Je trouve ça vachement intéressant de montrer, alors ça montrait déjà dans d'autres saisons, et je trouve ça vachement intéressant de montrer à quel point ces personnes qui ont vécu un trauma pendant si longtemps, un traumatisme pendant si longtemps, ont du mal à s'en détacher au final. C'est Rita, qui était une des Martha qui aidait du coup June, et depuis le début chez les Waterford. Et elle, par exemple, elle n'arrive pas à s'arrêter d'être une servante au final. Elle n'arrive pas à s'arrêter de cuisiner, de vouloir servir. Elle a même du mal à abandonner tous les mots justement religieux qui sortent régulièrement, le praise be, blessed be the fruit, etc. Moi, je l'ai dit en anglais parce que je l'ai toujours vu en anglais. Hein, donc je trouve ça vachement intéressant aussi de traiter les séquelles psychologiques de ce genre de torture et de ce genre d'environnement. C'est intéressant justement, particulièrement autour de Rita, parce que c'est pas tant une question de torture, c'est une question de... Je pense qu'elle avait... tu comprends dans cette saison, tu le voyais aussi un petit peu dans les autres, mais tu comprends qu'en gros, elle trouve une échappatoire dans ses tâches ménagères au final. Ça la distrayait, ça l'occupait de devoir cuisiner, faire le pain, faire le ménage, etc. Et ça lui permettait d'éviter de sentir son emprisonnement. Au final, elle s'échappait là-dedans parce que au final, elle appréciait presque de faire quelques tâches ménagères. Et maintenant, du coup, qu'elle est libre et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, au final, elle a du mal à s'en détacher parce que sans doute qu'elle a encore quelques traumatismes qu'elle intériorise un petit peu, et en partie pour s'aider, et en partie parce qu'elle a toujours du mal à s'en tirer, à sortir de ça. Elle continue à avoir ce rapport aux tâches ménagères et à s'échapper un petit peu, s'évader dedans, quoi. On a tout le groupe aussi d'anciennes Martha et d'anciennes servantes qui se réunissent pour essayer de se soutenir, les groupes de soutien. Qui ont des histoires qui sont aussi extrêmement fascinantes, etc., etc. Je vous avoue que le truc qui me surprend un petit peu, arrivé à cette saison 4 encore, c'est à quel point est-ce que Nick est encore important pour June. Je comprends que ils aient eu une relation qui les aidait à vivre du coup tous les traumatismes qu'on vit quand on est dans Gilead, y compris pour lui qui est un mec. Mais j'ai du mal à voir ce qu'ils ont vécu de si fort pour avoir un lien toujours aussi présent maintenant en fin de saison 4. Ça me paraît peut-être un petit peu exagéré. Mais encore une fois, cette saison nous apporte énormément de souffrances et d'épreuves. C'était vachement intéressant de voir aussi la guérilla à l'intérieur des États-Unis, Boston qui est encore en guerre avec des bombardements de ce genre-là, une résistance et des survivants, etc. Je crois que c'est vachement intéressant. Ça développe encore un peu plus cet univers. On connaît tellement bien Gilead maintenant. C'est cool de découvrir un peu plus l'univers de la résistance et ensuite l'univers du Canada. Et alors, cette fin, elle m'a mis des frissons. Quand je dis que cette série offre des vengeances extraordinaires, surtout par rapport à toutes les tortures que ces femmes ont subies, le final sur Fred, avec la musique You Don't Own Me, toutes ces anciennes servantes écarlates qui viennent lui mettre sur la gueule, et ce plan sublime, ce plan zénital, sur toutes les nanas qui sont en train de lui défoncer la gueule au sol avec les lumières placées parfaitement en cercle autour d'elle. C'est le seul petit truc peut-être un peu trop esthétisé de la scène, que toutes les lumières étaient bien posées parfaitement en cercle, bien éloignées de 1 mètre et bien dans les mêmes directions et tout. Mais le plan est tellement beau, je vous jure, j'ai eu des frissons dans le dos pendant absolument toute cette séquence, quoi. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller du coup dans la prochaine saison. Je suppose qu'en saison 5, ça va être vraiment l'affrontement complet. Je pense que June va essayer de retourner à Gilead pour récupérer Anna. Et notamment, je pense qu'elle va essayer de rentrer dans une force armée quelconque pour pouvoir participer au truc, ou peut-être monter elle-même sa propre force armée et genre mener tout un clan d'anciennes servantes et d'anciennes Martha armées jusqu'aux dents qui vont essayer de s'infiltrer dans Gilead ou au contraire attaquer certains lieux qu'elles connaissent très bien, etc. Je pense que la saison 5 va être assez explosive. Déjà, celle-ci, elle a dû coûter beaucoup plus cher parce qu'il y a quand même vachement de décors et d'environnements très différents et de beaucoup de choses qui demandent beaucoup d'argent. Habiller des villes pour être des champs de bataille et tout ce genre-là, c'est pas le truc le plus offert non plus. Mais je pense que la saison 5,
ça va péter un petit peu de partout. Je sais pas si c'est la dernière saison, je crois qu'ils ont annoncé que c'était la dernière saison, du coup, la saison 5. À part vraiment défoncer Gilead et remettre sur la gueule à 100%, je suis pas sûr de voir ce qu'on pourrait vraiment proposer dans cette saison. Et si on fait recapturer June et qu'on la reverse dans le truc des servantes écarlates, etc., ça ferait un petit peu répétitif. Je pense que c'est pas vraiment le truc intéressant. Donc je pense que la saison 5, ça va plutôt être le gros conflit, mais pour le coup, il y a rien qui est vraiment mis en place par cette fin de saison 4. Peut-être que du coup, si cette action, ce coup contre Fred dans le No Man's Land, c'est peut-être une annonce justement de ce qu'ils vont faire dans les autres saisons, mais c'est pas aussi clair que par exemple dans la saison 3 où elle libérait du coup toutes ces Martha et elle restait derrière en disant il faut absolument que je récupère ma fille, etc. Il y a quelque chose qui était plus mis en place. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir déjoué nos attentes en faisant en sorte que non, au contraire, justement, elle arrive pas à récupérer Anna dans cette saison et que du coup, il y a encore besoin d'autres trucs. Mais c'était cool d'avoir un setup dans la saison d'avant. Là, c'est vrai que je sais pas trop où est-ce qu'on va aller, mais je suis assez curieux de le voir et j'ai hâte de voir du coup la fin du régime de Gilead notamment. Même si je soupçonne, parce que c'est souvent comme ça que fonctionnent les séries, qu'à un moment ou un autre, on va donner l'impression que Gilead a gagné par rapport au reste du monde. Ne serait-ce que avec ce qui s'est passé là dans cette saison, avec le fait qu'il y ait quand même des tarés qui soient capables d'être pour ce qu'a fait Gilead et qu'il puisse y avoir des gens qui les défendent, des manifestants qui défendent Fred et Serena. Je pense que ça met en place du coup non seulement un conflit, mais la possibilité que Gilead prenne un tout petit peu de pouvoir là dans saison 5 avant qu'on leur mette définitivement sur la gueule. Si la saison 5 est la dernière, sinon c'est ce qui se passera en fin de saison 5 et en saison 6 on aura du coup la grande bataille internationale et très certainement la défaite de Gilead. Donc voilà, j'avais très envie de vous parler de cette nouvelle saison, j'avais très envie d'encourager ceux d'entre vous qui n'avaient pas vu La Servante écarlate jusque-là à la regarder. Je vous rappelle, c'est disponible sur OCS, et je crois que ça doit être disponible en vente physique, il me semble. C'est vraiment une série de qualité, c'est vraiment extraordinaire, et je vous encourage très chaleureusement à la regarder, c'est vraiment une série de dingue, et il faut absolument la voir. Donc voilà, je vous encourage chaleureusement à regarder The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Les 4 saisons sont disponibles sur OCS, je rappelle encore une fois. Prenez soin de vous, regardez des films. Il y a toujours une putain de moto qui passe au moment où il faut pas. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!